Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Média TV. Il y a quelques jours, une importante délégation marocaine d'hommes d'affaires, d'investisseurs et de leaders dans les secteurs de l'agriculture, de la distribution, de l'industrie alimentaire, de la logistique, du transport, de la navigation, de l'événementiel et du tourisme se sont déplacés en Italie pour participer au salon de l'agroalimentaire de la ville de Naples. La délégation marocaine qui était présidée par l'expert international en diplomatie économique et souveraineté Amin Laridi a mis en exergue à l'occasion de cette manifestation méditerranéenne les avancées et le leadership du Maroc en matière de sécurité énergétique et alimentaire. Et pour parler de cet événement, de ses retombées économiques et diplomatiques, mais aussi pour revenir sur le rôle pionnier sur le continent africain de notre pays qui ne cesse de se confirmer et de son rôle de locomotive de la coopération Sud-Sud-Nord, une coopération plus équilibrée et plus respectueuse des intérêts de toutes les parties et bien d'autres sujets encore. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir sur notre plateau Amin Laridi, expert en diplomatie économique et souveraineté. Monsieur Laridi, merci beaucoup d'être avec nous. Un honneur, Madame Doré. Merci beaucoup, monsieur. Alors, comment s'est déroulée la mission de Naples? Vous avez été d'ailleurs cité dans le communiqué publié à cette occasion par la filière agricole de la Confédération italienne Coldiretti, l'équivalent de la CGM, puisque vous avez à cette occasion, comme on l'a dit en intro, mis en avant les grandes avancées du Maroc dans le secteur énergétique, mais aussi son engagement pour l'Afrique et la Méditerranée. Est-ce que vous avez atteint les objectifs que vous vous êtes fixés pour cette mission? Alhamdoulilah, largement atteint. Absolument. Alors, ce qui m'a le plus marqué, pour être très franc avec vous, c'est la chaleur de l'accueil qui a été réservée à la délégation marocaine et à moi-même. Une chaleur qui dépassait en fait les règles protocolaires, qui dépassait en fait l'amitié, qui dépassait aussi les bonnes relations entre le Royaume du Maroc et la République d'Italie. Une chaleur incroyable qu'il fallait vivre aussi bien auprès des ministres, des membres du gouvernement qu'on a eu le plaisir de rencontrer, aussi bien auprès des présidents de région qui nous qui ont eu l'amabilité de nous inviter aussi, et aussi bien les présidents des grands groupes, mais aussi auprès de tout le monde depuis le moment où on a atterri à l'aéroport. Je parle en fait de tous les Italiens en général. Et ce n'est pas juste en fait nous, c'est avant tout en fait l'image dont jouit en fait notre cher pays, le Royaume du Maroc, à l'échelle internationale et ici méditerranéenne, auprès de nos amis en fait italiens, un pays de culture, un pays riche d'une civilisation de plusieurs millénaires, de 3500 ans, un pays aussi qui au présent joue un rôle clé, vous le disiez tout à l'heure en fait, de pilier justement, de développement, de pilier de paix, de stabilité, de lutte antiterroriste. Et d'ailleurs c'était le premier message la quintessence et les premiers mots qui étaient prononcés par son Excellence, Monsieur Di Maio, le ministre des Affaires étrangères en fait italienne, dès qu'il nous a croisés, dès qu'il a su en fait que nous étions en fait la délégation marocaine, il a exprimé toute l'amitié qu'il avait pour le Royaume du Maroc, pour son homologue marocain et aussi tout son respect pour notre pays. Dernièrement, on a remarqué le rayonnement du Maroc au-delà du niveau régional, continental dans le monde. Il a une place particulière. C'est un pays qui compte aujourd'hui sur l'échiquier international, que ce soit sur le niveau diplomatique ou économique. Et là, vous l'avez constaté en l'occurrence avec l'Italie. Quelles sont les valeurs communes avec ce pays? Quels sont les chantiers ou les filières qu'on peut prospecter, où on peut coopérer davantage avec eux? Je vous remercie pour cette excellente entrée en matière. Je ne peux trouver meilleure référence à l'inspiration que les discours de notre cher souverain et ses hautes orientations. Et justement, parce qu'on parle ici de coopération sud-nord, on parle aussi de coopération entre l'Afrique et l'Union européenne, Sa Majesté, que Dieu l'assiste, dans son discours adressé aux participants en début d'année, en fait, au sommet de l'UE-EA, Union européenne, Union africaine, avait eu une ouverture des plus puissantes en parlant de culture, de respect de la culture de l'autre, de respect de la diversité culturelle, de respect de la diversité identitaire, de la respect aussi du droit des peuples en fait à honorer leur histoire, mais aussi du droit des peuples aussi à atteindre leurs ambitions au présent et au futur. Des ambitions qui ne sont pas antagonistes, au contraire, qui sont mutualisables et qui sont source de richesse. Et de par cette inspiration, j'ai commencé justement mon discours qui était prononcé, un discours que j'ai aspiré à ce qu'il soit fédérateur, et Dieu merci au retour de la salle, aux applaudissements, mais aussi aux propositions de conventions qui sont suivies d'investissement. Le retour était vraiment très positif. Donc automatiquement, j'ai commencé à parler en italien. C'était mon premier discours en italien. J'ai déjà eu des publications en italien, mais la première fois que je prononce un discours en direct, ce qu'ils ont pris comme une marque pour ce que c'était, une marque de bonne foi, de bona fede, comme on dit en italien. Deuxièmement, c'est des valeurs en fait communes, notamment de souveraineté. Le message qui a été passé était puissant parce que j'ai fait référence au poète Virgile, qui était le symbole de l'Antiquité romaine, on en parlait, qui était le symbole de l'union et justement de la souveraineté romaine et de la culture en fait. Et
l'Italie n'est-elle pas justement l'héritière de la Rome éternelle, de la Roma Eterna? En parlant de Virgile, le message de souveraineté et de respect était passé. Encore fallait-il bâtir les fondamentaux, et les fondamentaux étaient là. Nous étions au Castello dell'Ovo, au château d'Ovo, qui était en tant que soi en fait un symbole, parce que dans ses fondations, comme le mythe le dit, il y avait un œuf, symbole de fragilité, et pourtant il est entouré de remparts, symbole de puissance. Donc c'est la transformation d'une chose vile en quelque chose de puissant. Et n'est-ce pas justement là toute la quintessence de cette synergie qu'on peut développer ensemble, de transformation des crises actuelles en des locomotives de développement. Alors vous êtes parti, vous avez présidé et mené une délégation qui a son poids, que ce soit en nombre, que ce soit en qualité des gens qui se sont déplacés. Qu'est-ce que vous avez concrétisé avec les partenaires italiens comme convention, comme partenariat pour le futur? Dans quel secteur principalement? Alors les conventions sont exactement un parallélisme de ce qu'on avait eu dans les réunions et ce qui était contenu dans mon discours. Alors, j'ai fait un retour soit sur le rôle en fait du Royaume du Maroc, qui jouait sous le leadership de Sa Majesté, sur 3 grands axes. Premier axe, c'est un axe de souveraineté. Le Royaume du Maroc est un pays souverain. Notre souveraineté territoriale n'a jamais été, ne sera jamais un point de discussion. Nous le savons tous et ça fait union en fait autour de nous, de notre roi. Nous tous, peuple marocain, nous sommes unis autour de notre roi pour toujours en fait sur ce sujet, sur tous les sujets. Et ce que je dirais, les ramifications en fait nouvelles qui ont été cristallisées par notre souverain dans son dernier discours de la souveraineté. Et là, j'entends bien la souveraineté alimentaire, d'accord. Et nous avons justement eu des rencontres autour du développement agricole, industrie, transfert de savoir et de compétences, investissement mutuel, le développement aussi, la souveraineté alimentaire en général. Là, on peut rajouter aussi le volet protéines, notamment à travers la pêche, où le Maroc a beaucoup de choses à faire avec les investissements, un transfert de savoir et de compétences pour répondre justement à ce scarce, à cette rarification des protéines dans le monde. Il y a ce volet énergétique, et là, il est très important et fondamental, d'autant plus qu'on parle d'Italie, d'autant plus qu'on parle de coopération entre l'Afrique et l'Union européenne. J'ai rappelé 2 projets clés. J'ai rappelé que le Maroc est le seul pays en fait du Sud et de l'Afrique à exporter de l'électricité verte de manière durable, de manière concrète, venant en fait de notre expertise marocaine et investissement fait dans les domaines solaires, dans les domaines éoliens et maritimes et aquatiques, que le Maroc produit cette électricité, qu'il est toujours en fait du potentiel d'investissement et de développement pour continuer à le faire. Bientôt l'hydrogène vert. Absolument, et bientôt l'hydrogène vert, absolument. Et le deuxième, qui est le premier en réalité, c'est le grand projet royal du pipeline du gazoduc entre le Nigeria, le Maroc à destination de l'Europe. Justement, est-ce que, une petite parenthèse, où en sont aujourd'hui les échanges commerciaux entre l'Italie et le Maroc? Est-ce qu'elles sont, je sais qu'ils sont amenés à se développer, mais est-ce que vous avez des chiffres approximatifs? Alors, avant de vous donner des chiffres, et je le ferai avec beaucoup de plaisir, permettez-moi juste de terminer les 2 autres piliers avec votre permission. Allez-y, monsieur David. Donc, il y a le volet en fait souveraineté qui est très fondamental. Le deuxième pilier, c'est justement, c'était l'ouverture de la discussion avec monsieur le ministre des Affaires étrangères. C'était justement ce rôle clé que joue le Royaume du Maroc, de pilastres et de piliers de paix, de stabilité et aussi de lutte antiterroriste et de lutte contre l'extrémisme. Mais rappelons en fait qu'il y a de cela moins de 2 semaines, le Maroc à Marrakech, un appel conjoint des États-Unis d'Amérique, notre allié stratégique et aussi en fait du Royaume du Maroc, pour la Convention mondiale de lutte contre Daesh, et qui s'est terminée avec en apothéose, avec un soutien de la souveraineté marocaine, de soutien justement ce rôle clé que fait le Maroc, aussi bien sur le plan de vue sécuritaire, il faut saluer en fait tous ceux et l'expertise marocaine sur ce sujet et tout en fait le savoir-faire marocain à ce sujet, tous ceux qui travaillent derrière cela. Et en même temps, en fait, c'est aussi l'approche culturelle, l'approche religieuse marocaine, basée sur la tolérance, basée sur un islam en fait d'ouverture, sur un islam aussi en fait d'acceptation de l'autre et de travailler la main dans la main. Et le troisième volet, bien sûr, c'est le rôle du Maroc, et je viens justement à votre point de locomotive de développement, de nouveaux ponts en fait entre le Sud et le Nord, de nouveaux ponts aussi de développement entre l'Afrique en fait et l'Europe, et aussi transatlantique, mais un pays aussi de multilatéralisme. On a d'excellentes relations avec nos alliés américains, avec le continent américain en général, Sud, Centre, Nord, mais aussi avec nos amis au Golfe, mais aussi avec nos frères au Golfe, mais aussi avec nos chers amis en fait en Asie. Et c'est un multilatéralisme de respect, c'est un multilatéralisme en fait d'avancée. Donc pour revenir sur le point, on parlait en fait d'un projet clé qui est très important, très critique pour l'Europe, mais aussi pour l'Afrique, qui est celui du pipeline. Donnons des chiffres parce que c'était votre requête et parce que justement il faut le faire. Aujourd'hui, on parle d'un projet qui se rapproche en fait de 5000 km de pipeline, c'est énorme. 5000 km de pipeline, ce n'est pas juste de l'infrastructure et on aura beaucoup, c'est la transformation d'une vision royale, celle de l'Afrique qui fait confiance à l'Afrique. D'accord, c'est de l'Afrique qui se considère comme étant une seule maison, et n'était-ce pas là justement le cœur du discours de Sa Majesté lors en fait de son discours historique à
Addis Abeba, oui. en Union africaine. Donc 5000 km, c'est les entreprises d'ingénierie, d'infrastructure, de béton, de ciment, mais aussi de services, mais aussi de technologies qui vont apprendre à travailler ensemble. C'est aussi 13 pays, et là j'aimerais bien en fait les citer parce qu'il faut les citer. On connaît très souvent en fait la géographie de pays en fait de continents voisins tels que nos enfants, mais on connaît rarement celle en fait de notre cher continent. Donc en dessous en fait du Royaume du Maroc, notre cher pays, il y a la Mauritanie, il y a le Sénégal, il y a la Gambie, donc ça nous fait 4. Il y a la Guinée-Bissau, il y a la Guinée-Conakry, il y a aussi le Libéria, la Sierra Leone, il y a la Côte d'Ivoire, pays frères. Tous ces pays sont des pays frères. Il y a bien sûr le Ghana, le Togo, le Bénin et le Nigeria. 13 pays. 13 pays, c'est plus que la moitié justement de la zone en fait atlantique de l'Afrique. 13 pays qui apprennent à travailler ensemble, à faire en fait des affaires ensemble, mais aussi à déployer des synergies communes, qui vont recevoir de l'investissement commun grâce au Maroc, qui vont aussi exporter leur gaz. Et le gaz, en fait, c'est 4 niveaux d'export. Je les citerai brièvement, mais il faut les comprendre. Le premier, c'est une diversification des sources de revenus, très importante pour les pays africains, et d'une manière stable et continue, ce qui permet même d'avoir de l'investissement pour le développement d'infrastructures et autre chose. Deuxième volet, quand on parle de gaz, c'est d'électrification. D'accord ? Électrification au niveau africain est très important pour rehausser le niveau de vie du citoyen, mais aussi pour créer des opportunités économiques grâce à une électricité en fait qui est accommodable et qui est accessible. Troisième niveau aussi, on parle de sécurité alimentaire, et là c'est très important de faire le pont entre les deux, parce que sans gaz, le gaz est le deuxième composant le plus important pour faire des engrais après les phosphates. Et justement, dans un entretien avec une discussion avec des amis du FAO, les dernières statistiques, c'est plus d'1 milliard en fait de personnes qui souffriraient soit de famine, soit de manque de nutrition si les engrais phosphatés n'étaient pas utilisés. Donc nous contribuons à travers les phosphates marocains à la sécurité alimentaire mondiale, à travers ce projet de gaz, en ayant de l'ammonium, on est le deuxième composant le plus important. Oui, alors nous vivons dans un monde en pleine mutation, en plein changement, et le Maroc a de plus en plus un rôle stratégique, on l'a compris ces dernières années, et de nouveaux rapports avec ses partenaires de l'Occident et d'Europe. Et justement, il y a aujourd'hui une nouvelle vision pour une coopération équilibrée, respectueuse et plus diversifiée aussi, que ce soit du Maroc avec l'Europe ou l'Occident, et que ce soit du continent africain de façon générale avec les autres pays du Nord. Du Sud avec le Nord, absolument. Du Sud, oui. Donc, qu'en est-il justement de cette coopération ? Nous, on est bien partis. Le Maroc s'est imposé. Le Maroc d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier. Il l'a démontré tout au long de ces 20 dernières années. Et on a vu, on a gagné beaucoup de batailles diplomatiques et économiques pour s'imposer. Parce que pour avoir affaire c'est un grand pays. Ce n'est plus le... Et donc, comment faire pour tirer avec nous le continent africain pour qu'il soit, lui aussi, pour qu'il tire profit de cette nouvelle coopération plus équilibrée? Madame, à mon humble avis, vraiment très humble avis de citoyen, je dirais qu'il y a 2 mots-clés. Il y a l'union et il y a l'humain, avec un grand H. L'union d'abord, notre puissance en tant que Royaume du Maroc, avant que ce soit en fait notre contribution très importante à tant en fait de chantiers mondiaux, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est tous les ministres des Affaires étrangères et les présidents en fait de pays des plus grandes puissances mondiales qui reconnaissent en fait ce rôle clé du Maroc comme partenaire non seulement dans la région, mais dans le monde. Mais avant tout, notre puissance et notre union. C'est notre union en tant que Marocains autour de notre roi et de notre souverain. Et cette union, elle est d'autant plus en fait importante en période de crise. D'accord ? C'est un message de citoyenneté. Je crois toujours en une citoyenneté qui est active. Les périodes de crise sont des périodes en fait assez spéciales. Les seuls qui arrivent sont ceux dont le bateau ne casse pas. Et j'assume ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas le moment de la tergiversation, ce n'est pas les moments de la turbulence, ce n'est pas les moments des prises d'initiative en dehors de la grande stratégie unificatrice nationale. Ça viendra après, avec le plus grand des plaisirs. On peut créer en fait de la dynamique, on peut transformer même en fait les différences en un moteur positif. Mais les périodes de crise, c'est unique. La résilience et le rebondissement, la capacité de rebondir surtout de transformation d'une crise. C'est un peu comme en fait le vent. Il y a celui qui va rester devant le vent, il ne finira par même s'il est résilient, il finira par perdre. Casser, absolument. Mais il y a celui qui va transformer le vent en un moulin à vent avec lequel il va créer de l'énergie. Et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui au Maroc. Mais grâce à l'union, on se doit de rester unis en tant que Marocains autour de notre roi, autour de nos fondamentaux, et à passer en fait positivement cette période de crise, à la transformer. On est en train de très bien le faire, qu'elle soit énergétique, qu'elle soit alimentaire, même médicale. Le grand projet royal aujourd'hui en fait de la sécurité médicale, de la production pharmaceutique, vise justement la transformation de la crise en une opportunité de développement pour nous et pour notre continent. Autre point très important, Monsieur Laredi, c'est la coopération sud-sud et l'intégration économique continentale et commerce intracontinental. Selon des chiffres officiels de l'Office d'échange, de 2017 à 2021, les exportations marocaines vers les pays d'Afrique ont augmenté de un peu plus de 18
10% avec une tendance haussière pour 2022, alors que les importations par la même période ont évolué de presque 31%. Est-ce suffisant, à votre avis, pour réaliser cette intégration, surtout quand on sait que cela reste inférieur à d'autres régions du monde, puisque en Europe, par exemple, c'est 68%, en Asie, 59%, et aux Amériques, 55% selon des données comparatives de la CNUSED. Comment on peut aller plus vers cette intégration? Alors, des leviers concrets, et c'est ceux en fait qui nous voient comprendront en fait les messages qui sont très clairs et des solutions qui sont très claires. La première, heureusement aujourd'hui, c'est en train de devenir une réalité. Tout le monde connaît en fait mes travaux et les articles que j'avais publiés sur ce sujet, à savoir l'internationalisation par les centrales de distribution et les centrales d'achat. D'accord. Il faut toujours qu'il y ait une réalité économique. La volonté politique, elle est là, elle est réelle, elle est concrète, mais il faut aussi qu'il y ait une réalité économique, elle est sur le terrain. Quand vous avez des centrales d'achat et de distribution, ça facilite le travail pour toutes les TPE et PME marocaines pour s'internationaliser, mais aussi pour unifier l'effort africain pour aller vers d'autres continents. Deuxième message qui est très clair, et l'internationalisation ne se fait plus aujourd'hui uniquement par l'export. Aujourd'hui, l'internationalisation se fait par toute la chaîne de valeur. Il faut que toute la chaîne de valeur soit compétitive. Donc, on se doit de s'assurer que notre upstream, c'est-à-dire en fait notre matière première, elle est bien achetée, elle est bien centralisée, les achats sont bien faits de manière en fait qualitative et quantitative, et voire même en fait quand on fait cela, on peut transformer un bon nombre d'achats en un investissement ici au Maroc, voire même en un export. Deuxième volet en fait qui est très important, c'est la mainstream en tant que soi. D'accord. En mainstream, il n'y a pas que la production, madame. Aujourd'hui, on peut avoir accès via l'internationalisation et via notre présence dans de grandes plateformes mondiales aux États-Unis, mais aussi en fait en Angleterre, à un capital, d'accord, qui est présent, qui ne cherche que chez qui en fait investir. Donc, apprenons en fait aussi à attirer les investissements étrangers d'un point de vue financier. L'internationalisation, c'est aussi l'acquisition de savoir-faire et aussi le co-développement. C'est-à-dire, on n'est pas en compétition. Je le dis toujours, on n'est jamais en compétition. On n'est pas leader sur aucun produit pratiquement, à l'exception en fait des phosphates. Et on le fait d'une manière intelligente et on le fait en fait de manière coopérative. Sur tout le reste, on se doit d'être dans des niches. Et les niches, justement, c'est ce qui me renvoie vers le deuxième niveau de création de valeur. Les niches se doivent d'être faites avec une composante technologique, culturelle. On doit arrêter en fait tout ce qui est export transactionnel, c'est-à-dire juste un produit standard et puis voilà, et on exporte parce qu'on a des bons prix, on a de la bonne qualité. Il faut développer une approche qui est relationnelle par des locomotives économiques d'internationalisation qui prennent le lead, des locomotives qui jouent le rôle, c'est des clients clés nationaux qui partent à l'étranger. Là, je peux parler des grands groupes de distribution, des grands holdings marocains qui peuvent jouer leur rôle de locomotive, mais aussi par rapport aux grands groupes mondiaux, en ayant des acquisitions financières chez eux, en ayant en fait une prise de participation capitalistique aussi, même si elle est minoritaire, elle est influente, c'est du co-investissement et ça nous permet d'aller vers d'autres marchés. Et le troisième niveau qui est très important, c'est ce qu'on appelle de l'internationalisation one-to-one. Classiquement, il se faisait uniquement par rapport à de grandes structures mondiales telles que Walmart. Aujourd'hui, on peut la faire par rapport à chaque client. Grâce à quoi? Grâce au marketing digital, grâce à la construction de brands qui sont puissantes, autour du Made in Morocco, autour de toute cette richesse en fait culturelle qu'on a autour du Maroc. Il faut vendre le storytelling marocain, il faut vendre en fait cette richesse des diversités des 12 régions à l'international. Et raisonner en termes de régions et de continents, c'est de ça que je parlais. Absolument. Alors, vous avez aussi une autre casquette, celle de membre de l'ASMEX, vous êtes président de la région Rabat, de l'association marocaine des exportateurs et vous venez de finaliser un partenariat avec l'organisation canadienne de promotion du commerce extérieur et du développement. Sur quoi porte ce nouveau partenariat, nouvelle génération, comme vous l'appelez? Donc, je vois que vous êtes très bien informée, Madame Droré. Donc, il y a ce partenariat est très cher à mon cœur, pour deux raisons très importantes. La première, c'est qu'on l'a fait en plein confinement, en plein Covid. 2020. Absolument. Pour moi, en fait, c'était un devoir patriotique de servir notre pays, toujours, chaque heure, chaque jour, mais encore plus en période de Covid, d'accord, encore plus en période de confinement. Donc, on avait travaillé sur plusieurs niveaux. J'ai eu le plaisir d'avoir des publications au Japon, États-Unis, Chine, partout dans le monde, sur le rôle clé du Royaume du Maroc, sur le leadership de Sa Majesté, et aussi de ramener des investissements et des partenariats, notamment ce projet en fait concret. Donc, négocier en plein confinement, signer en 2021, alors que les frontières canadiennes et marocaines étaient encore fermées, et réaliser, s'il vous plaît, en 2022, avec les félicitations du partenaire canadien et d'ailleurs le directeur général, M. Tipman, qui est devenu un ami très cher, grâce au travail, grâce au respect mutuel. Il est même venu au Maroc pour nous remercier particulièrement. Alors qu'est-ce qu'il a en fait de si particulier ce partenariat? C'est que quand on l'a négocié, j'ai insisté pour que la femme soit au socle, soit au cœur. Justement, ça dépasse l'approche genre, puisque 70% des exportateurs sont des exportatrices.
Donc vous avez insisté, pourquoi? Un pays ne peut avancer, bon déjà à titre humain, on a beaucoup de respect en tant que Marocain pour la femme, on se doit de l'avoir, d'accord? C'est une obligation. Oui. D'un point de vue pragmatique, un pays ne peut avancer que s'il a la femme et l'homme ensemble en fait qui avancent. C'est une réalité, là on n'est pas en train de... C'est une réalité aussi bien en fait de par notre culture que de par en fait le besoin pragmatique. Et en même temps aussi, si je veux être un stratège, je pense que je le suis un peu quelque part, il faut toujours en fait voir là où il y a les leviers de développement. Il y a très peu d'entreprises menées par des femmes qui exportent. Donc il y a un levier qui est là, qui est concret. Il y en a qui le font, elles le font très bien, je les salue d'ailleurs. Mais il y a un levier en fait important dans l'entrepreneuriat féminin, d'autant plus que c'est un entrepreneuriat avec une culture purement féminine, très différente, très adaptée, avec en fait une intelligence très particulière. Donc en le faisant, c'était encourager tout un pan de la société qui n'avait pas accès à ce genre en fait d'opportunités. Surtout que j'ai insisté pour que ce soit des TPE et des PME et des collectivités. Ce n'est pas nos amis, notre tour de table habituel qui ont eu l'amabilité d'être très compréhensifs. On voulait insister pour que ce soit des gens qui sortent du rang, qu'on ne connaît pas, qui viennent du rural, qui viennent en fait des petites villes, qui en profitent. Un point très important aussi en fait par rapport à ce partenariat, c'est qu'il couvrait tous les 4 points cardinaux en fait du Royaume du Maroc. Et on sait tous que nos exports sont à majorité, 75%. C'est essentiellement 4 en fait grandes régions en fait marocaines que vous connaissez très bien, Tanger bien sûr, Casablanca. En privilégions un peu les autres régions. Donc on a commencé par les régions du sud, d'accord, du Royaume du Maroc, qui ont été à pratiquement en fait 50 à 60% en fait des participants et des bénéficiaires de ce programme. On a privilégié en fait les régions les moins exportatrices avec un focus particulier sur la région de Dar'a Filelt, qui a un potentiel d'export énorme et qu'il fallait en fait l'accompagner avec une approche qui était novatrice et ça a donné des résultats. On a privilégié aussi des régions qui avaient un fort potentiel culturel. On sait que notre pays il est riche en culture et là je fais juste un clin d'œil particulier à la région de Fès Meknès qui en a bénéficié ainsi que d'autres régions du Maroc qui sortent du lot quelque part. Et la beauté en fait de ce programme, c'est qu'il prenait en considération une autre donnée, c'est que nos exports sont en général à faible valeur ajoutée, moins de 21% en général ou c'est plus qu'en moyenne, sauf que là on s'est focalisé sur des exports à très forte valeur ajoutée et plus que cela, je suis heureux de partager avec vous que bon nombre en fait des bénéficiaires sont déplacés au Canada sur les frais bien sûr du programme et ils ont bénéficié aujourd'hui en fait de contrats fermes, mais certains ont même commencé à exporter de manière concrète. C'est génial. Il nous reste malheureusement très peu de temps. On va aborder justement ce problème des exportations. C'est que aujourd'hui, 80% des exportations sont accaparées par 4 régions, alors qu'il y en a 12. Comment faire justement pour intégrer les 8 autres régions dans cette même dynamique? Ça va être la dernière question. Écoutez, avec beaucoup de plaisir. Bon, il y a différents leviers horizontaux et verticaux. De manière très pratique, la première des choses, c'est en diversifiant nos partenaires économiques. Il n'y a pas que 4 régions en fait qui s'accaparent les 3/4 de nos exports. Il y a aussi 2 partenaires stratégiques européens. C'est des pays amis qui nous sont très chers, etc. On a des relations fortes et on veut qu'elles se développent. Mais c'est 2 tiers aussi de nos exports. Donc une grande dépendance stratégique. Donc on a l'obligation de continuer à travailler avec eux avec le plus grand des plaisirs et de développer encore plus, mais aussi de diversifier géographiquement. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on avait pensé au Canada, qui est, je le rappelle, le 4e ou le 5e plus grand importateur mondial de produits agroalimentaires pour une population qui ne dépasse pas les 40 millions. Ça veut dire un pouvoir d'achat incroyable, avec une valeur ajoutée incroyable aussi. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de niche. Donc il faut arrêter l'approche de masse, d'accord? Parfois, en fait, 1 kilogramme de tomates d'une certaine en fait variante peut payer beaucoup plus en fait que 10 ou que 20 ou que même plus. Donc il faut en fait choisir les bonnes niches. Elles sont là, dans notre continent africain, par rapport aussi au continent américain, par rapport aux pays du Golfe, par rapport à l'Asie, l'Europe aussi. Il faut aussi exporter en fait le savoir-faire marocain et le made in Morocco, mais aussi le made in region, d'accord, qui est très important, que ce soit dans nos provinces du Sud, dans les Yondes, dans Dakhla, dans Gulmim, il y a une faute en fait dynamique des coopératives, notamment féminines, un artisanat, une culture à exporter, la même chose pour Nador, la même chose pour Tanger, la même chose en fait pour toutes les régions du Maroc, Marrakech, Agadir, etc. J'en passe. Il faut exporter la culture marocaine, il faut exporter le savoir-faire marocain, le style of life marocain doit être exporté et tirer avec lui. Merci beaucoup Amine Laridi d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes expert international en diplomatie économique et souveraineté. Merci monsieur. Un honneur Madame Doré. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV. Très belle soirée.